je vais vous parler non de l'école juive, sur laquelle je n'ai pas de compétences particulières, mais je vais vous parler de l'école en général. Et à partir de ma propre expérience, je suis un produit, un bénéficiaire et donc un débiteur de l'école publique. Je suis né en 1949 et tout naturellement, mes parents m'ont mis dans l'école maternelle, puis dans l'école élémentaire, qui était la plus proche de leur domicile, dans le 10e arrondissement, rue des Récollets. Et ensuite, je suis allé au lycée, et c'était une époque devenue, si j'ose dire, très lointaine, où on pouvait faire confiance aveuglément à l'école publique, sans se poser des questions qui sont celles d'aujourd'hui. Cette école est-elle sûre? N'avons-nous pas besoin de déménager pour permettre à notre enfant d'aller dans une école, un collège ou un lycée plus exigeant? Les choses, à cette époque, ne se passaient pas ainsi. Elles ont changé, et c'est de ce changement que je voudrais vous entretenir. Alors, je commencerai en me référant à un article assez récent du Nouvel Observateur. Il portait un titre militant, « L'école dans le rétro ». Et la journaliste Caroline Brizard relatait une réunion d'une association pour la qualité de la science. Et il était dit que cette réunion avait lieu dans un immeuble cossu du 19e arrondissement, escalier de marbre, et une fois le décor brossé, il nous a été parlé, il nous a été décrit ce quasi-adolescent qui, à la tribune, avec sa voix aiguë, dénonçait d'emblée la destruction programmée de l'éducation nationale. Tout était fait dans l'article pour nous présenter ces nostalgiques de l'école d'antan comme l'équivalent laïque des intégristes de Saint-Nicolas du Chardonnay. L'adolescent, le quasi-adolescent à la voix aiguë, c'est Laurent Laforgue. Et Laurent Laforgue, peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler, est un grand mathématicien, et un mathématicien assez important pour avoir obtenu la plus grande récompense mathématique. Vous savez qu'il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques, à savoir la médaille Fields. En dépit de cette récompense, il n'est pas très connu. Il commence de l'être aujourd'hui du fait de son combat, que je dois dire tout à fait extraordinaire pour la refondation de l'école, mais aussi, et c'est un grand paradoxe, pour la défense des humanités à l'école. Pourquoi est-ce un paradoxe? Parce qu'il y a eu et il y a toujours une sorte de conflit, de guerre des cultures, de séparation, de schisme entre la culture scientifique et la culture littéraire, les uns et les autres se regardant un peu en chien de faïence. Et voici un mathématicien qui surmonte cette querelle, et qui vraiment entre dans l'arène pour dire l'importance des humanités, dans des textes d'une très grande beauté, la beauté d'un langage simple, et dans des textes qui devraient vous intéresser. C'est la raison pour laquelle je m'attarde un peu sur le nom de Laurent Laforgue. C'est un mathématicien chrétien, et qui donne au mot humanité son sens le plus large. Non seulement la littérature, non seulement le grec et le latin, qu'il ne veut pas voir abandonner, mais aussi l'autre tradition chrétienne et juive. Et il milite notamment, je crois qu'il le fait dans un texte qu'a publié la revue Commentaire, pour la présence
une présence plus importante de l'hébreu dans l'école publique. Et je crois que c'est quelqu'un qui gagnerait à être mieux connu, et il pourrait l'être aussi si la communauté juive se préoccupait de ses travaux, l'invitait dans ce genre de réunions ou dans les radios, car c'est un homme absolument remarquable. C'est une des rares bonnes nouvelles qui nous souhaite arriver sur le front de l'école. Laurent Laforgue, ce quasi-adolescent à la voix aiguë. Et cet article est paru en 2005, ou 2006 plutôt, et il me rappelle un autre article. J'avais été partie prenante. C'était en 1989, un débat organisé par le Nouvel Observateur avec les auteurs d'un livre intitulé « Le niveau monte », deux sociologues, Baudelot et Stablet, et moi. Le débat s'était déroulé dans des conditions normales, mais le Nouvel Observateur avait titré « Entretien autour d'un livre dérangeant ». Et avec ce seul mot, le Nouvel Observateur prenait parti pour précisément les auteurs d'un livre dérangeant, car vous savez que quand notre société était bourgeoise, dérangeant était peut-être, ou subversif était un adjectif péjoratif, on respectait l'ordre et non l'hérésie. Avec une société bobo, tout change. L'ordre, c'est l'hérésie. L'orthodoxie, c'est la subversion. Donc, dès lors que je critiquais un livre dérangeant, c'est que j'avais tort. Et les choses n'ont pas changé. En 2006, il nous est reproché, à Laurent Laforgue et à moi notamment, notre catastrophisme, notre passéisme, l'idée que nous ne pouvons pas nous défaire de la nostalgie pour l'école que nous avons connue dans un monde qui a changé, qui s'est démocratisé et qui a été remodelé par des nouvelles technologies qui changent tout. Et en même temps, les thèses que nous défendons, disons, prennent un peu plus d'ampleur, et cela a conduit un mensuel un mensuel Enjeux les Échos, un mensuel de l'économie, à consacrer un numéro spécial justement à ce retour de flamme d'un certain conservatisme. J'ai été invité, j'ai un débat qui s'est déroulé dans des conditions tout à fait normales avec François Eval à la fin du numéro, ce qui fait que je l'ai reçu. Et la couverture me semble absolument extraordinaire. Alors, je vais quand même vous la montrer et vous la décrire en même temps parce que tout le monde ne la verra pas. Ordre, travail, patrie, les valeurs traditionnelles reviennent en force, est-il dit, tous réac, point d'interrogation. Et qu'est-ce qu'on voit pour illustrer réac ? Eh bien, on voit sur un canapé de cuir affreux, deux personnes, un couple rigide, guindé, une femme dans un tailleur beige, boutonné et plutôt laid, avec son sac assis à côté d'elle, les mains sur les genoux, les jambes serrées, un homme extraordinairement mal habillé, une cravate qui ressemble à des racines, un pantalon blanc, une chemise grise, un papier peint dont on ne voudrait pas dans une chambre d'hôtel et une tête de cerf empaillée. Voilà l'idée du passé qu'ont les gens d'aujourd'hui quand ils s'interrogent sur la réaction. Admettons que le réactionnaire regarde derrière lui et on nous dit que quand il regarde derrière lui, il voit ça. Premièrement, donc, caricature inouïe du passé, mais aussi, et c'est là que je voulais en venir, ces deux personnages sont guindés, ils sont coincés dans les formes, dans les conventions, dont précisément la modernité est censée nous délivrer. Caricature donc, à un double titre, caricature du passé, mais aussi, et c'est ça l'important, caricature de l'inhibition. Être inhibé, c'est être coincé et l'être de façon tout à fait ridicule. Or, précisément, il me semble, et c'est la raison du catastrophisme ou de l'inquiétude que je partage
avec Laurent Laforgue que la crise de l'école est très profonde dans la mesure où elle affecte la disposition d'âme qui est au principe de la transmission elle-même. Il ne s'agit pas simplement du passé de la Troisième et de la Quatrième République, qui s'opposerait à la post-modernité. Il s'agit de beaucoup plus. Il s'agit de ce que les Grecs appelaient l'aidos. En effet, les Grecs se sont posés une grande question. Eux qui ont introduit d'une certaine manière l'école au sens où nous l'entendons. Le mot académie vient de là. Et puis la paideia, qui est la formation. Et ils se sont donc, avec la philosophie, l'exigence de la transmission au sens moderne, autre chose que la transmission des mythes, s'est fait jour. Et tout de suite un problème. Comment faire entrer dans l'ordre du logos, de la raison, du discours, un enfant qui est, parce qu'il est un enfant, alogique? Il y a là une vraie difficulté. Comment va-t-on faire? Et pour les Grecs, cette difficulté se résolvait de la façon suivante. Les enfants, fort heureusement en quelque sorte, sont dotés d'une disposition qui les rend réceptifs au logos alors même qu'ils ne le possèdent pas. Et cette disposition, c'est ce qu'ils appellent l'aidos, c'est-à-dire la pudeur, la réserve ou encore la honte. L'enfant qui a le sens de la pudeur ou de la honte n'est pas seulement l'esclave de ses convoitises et de ses peurs, il se situe dans l'orbe, dans l'horizon de la société des hommes. Il est soucieux de l'image visible qu'il donne, c'est pourquoi il écoute ce qu'on lui dit. L'aidos, c'est l'intériorisation du regard d'autrui. Et c'est là quand même que je vais être un peu juif, j'ai trouvé un équivalent de cette sorte d'inhibition première, d'inhibition principielle, dans un texte juif, dans un texte de la tradition, si vous voulez, ou dans un texte d'un des maîtres d'Israël que je n'aurais sans doute pas lu sans la médiation d'Emmanuel Levinas. Il avait écrit sur le Rabbi Chaim de Volojine et il a écrit des choses tellement intéressantes que on a voulu traduire son livre L'âme de la vie, et ce livre, traduit par Benjamin Gross, a été publié aux éditions Verdier. Et il y a un commentaire dans ce livre absolument magnifique de ce passage de la Mishnah où il est dit « sans crainte, point de sagesse ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire « sans crainte, point de sagesse » ? Malheur aux sages de la Torah qui étudient la Torah et n'éprouvent pas la crainte de Dieu. Voilà qui a l'air très éloigné de l'école au sens laïque du terme, dont il me semble que je suis l'un des derniers bénéficiaires. Et pourtant non, il me semble que le rapprochement peut être fait. Voici ce qu'écrit Chaim de Volojine. L'écriture compare la Torah au produit de la récolte et la crainte à une grange dans laquelle on les entasse et on les conserve. La crainte de Dieu est la grange dans laquelle la sagesse de la Torah se conserve. Si l'on ne prend pas soin au préalable de préparer la grange de la crainte, l'abondante moisson de la Torah gît à même le sol, exposée au piétinement du bœuf et de l'âne, et s'abîme. Il faut préparer la grange de la crainte, sinon la moisson s'abîme. Et c'est ça
que nous vivons, je pourrais en quelque sorte dire de manière métaphorique, nous vivons aujourd'hui la destruction de la grange de la crainte. Et ce qui m'autorise à faire ce reprochement, c'est aussi la lecture de l'œuvre de Lévinas elle-même. Il établit un pont, me semble-t-il. Certains pourraient me contester ce rapprochement, mais il établit un pont implicite entre l'aidos et cette crainte de la Torah, notamment dans son livre « Totalité et infini », où la honte joue un rôle crucial. Lévinas est le philosophe de la réhabilitation de la honte. Qu'est-ce que l'éthique? C'est la mise en question par autrui de la spontanéité du moi. Tout d'un coup, le moi, face à autrui, a honte de sa propre spontanéité. Et ce que dit Lévinas, c'est que précisément, c'est cette honte qui permet l'accueil d'autrui, et accueillir autrui, c'est du moins ce qu'il dit dans Totalité infinie, c'est être enseigné. L'accueil d'autrui, c'est l'accueil du maître. Donc il y a, si vous voulez, une trajectoire qui reprend, qui est parente de ce que dit Chaim de Volojine, mais en même temps, qui le dit dans une langue philosophique, et du fait même de la langue philosophique utilisée par Lévinas, on se trouve dans les parages de la conception grecque de l'aidos. Il faut... on ne peut rien savoir sans être enseigné, et on ne peut pas être enseigné s'il n'y a d'abord cette honte. L'attention aux choses procède de l'attention à autrui. Donc, il n'y a de savoir que par l'école, et il n'y a d'école possible que précisément au travers de la mise en question de la spontanéité du moi. Or, il me semble aujourd'hui précisément que nous vivons l'éclipse de la honte. Nous vivons un moment qui est celui, je l'ai dit tout à l'heure, de la destruction de la grange, pour reprendre la magnifique image de Chaim de Volojine. Deux exemples tirés de deux ouvrages de sociologues. Une nouvelle fois Christian Baudelot, sans Roger Establet, mais avec d'autres sociologues, Marie Cartier et Christine Détraize, un livre paru il y a une dizaine d'années, et pourtant ils lisent. Livre très intéressant, c'est une enquête sur un certain nombre d'élèves suivis pendant 4 ans du collège au lycée. Et pourtant ils lisent, dit-il, car il faut être optimiste, il faut dire oui à la marche des choses, mais en même temps, une lecture, selon lui, superficielle de l'enquête, pourrait alimenter le pessimisme, car on constate que les jeunes lisent de moins en moins, on constate qu'ils lisent plus au collège qu'au lycée, on constate que quand ils lisent moins de livres classiques que de best-sellers, moins de livres que de magazines, et moins de magazines que de textes sur écran. Mais, dit Baudelot, il ne faut pas s'en faire. Pourquoi? Parce que précisément, ces étudiants, ces élèves sont plus sincères que leurs aînés. Le surmoi de la culture a cessé de peser sur eux. Avant, ils disaient qu'ils lisaient des classiques, mais on ne pouvait pas tout à fait le savoir parce qu'ils voulaient faire bonne figure, même dans l'anonymat du sondage, auprès du sondeur. Maintenant, non. Ils disent qu'ils lisent Stephen King et peu leur importe le jugement des adultes, ça leur plaît davantage que Flaubert, ils n'ont aucune honte à le formuler. Et ça, dit Baudelot, c'est un progrès. C'est un progrès, c'est une laïcisation
de la lecture, c'est-à-dire la lecture avec un grand L, la lecture humaniste. Aujourd'hui, c'est fini. Désormais, les pratiques culturelles sont toutes mises sur le même plan. La lecture n'est plus un acte vital et c'est un acte définitivement profane. Et il faut se réjouir de cette espèce d'effet ultime du religieux qui existait encore dans la culture. Donc, voilà, si je retraduis dans mon langage, ou plutôt dans le langage initial, dans le langage inaugural de l'école, l'aidos disparaît, c'est un bienfait, les jeunes sont plus libres. Deuxième exemple, tiré d'un ouvrage de sociologie moins militant, celui-là, moins délibérément optimiste, c'est l'ouvrage de Dominique Pasquier, Culture lycéenne. Et dans ce livre, elle fait le constat d'une sécession culturelle de la jeunesse. Et je vais essayer de retrouver la citation. Mais non. Voilà. Je ne suis pas tout à fait au point. C'est pour ça que j'ai toujours besoin d'un bureau plutôt que d'un pupitre. Voilà. Les jeunes disposent donc désormais d'une culture commune prolifique, de la musique, des émissions de télévision ou de radio, des magazines, des jeux vidéo, des salons de discussion sur le net, etc. Le livre, fondement de la culture scolaire, est le grand absent de cet univers et les parents les principaux exclus. La culture juvénile existe depuis longtemps, mais elle n'a jamais autant échappé au contrôle des adultes, ni n'a été aussi organisée par l'univers marchand. Cependant, Dominique Pasquier ne dit pas pour autant qu'on en a fini avec la honte. Elle dit, et c'est là qu'elle nous permet d'avancer dans la réflexion, qu'en fait, c'est un nouveau régime de la honte qui s'installe. Non plus ce sentiment de pudeur, de réserve qu'on a devant le regard des adultes, mais ce qu'elle appelle elle-même, après Hannah Arendt, la tyrannie de la majorité, et elle parle par exemple de l'espèce de bizutage culturel dont les élèves font l'objet quand ils entrent par exemple au collège. Il y a des musiques que l'on ne doit plus écouter et des programmes de télévision que l'on ne doit plus dire regarder, des vêtements qui deviennent soudain ridicules à porter, des cartables qui font la honte. Il faut bazarder une partie de son passé pour se faire accepter. Des cartables qui font la honte. L'expression est très intéressante. C'est le groupe qui fait la honte, ce n'est plus le regard des adultes. Et on pourrait s'arrêter là et mettre en cause, comme beaucoup de professeurs le font, le système libéral dans lequel nous vivons. Dire, voilà, depuis que les études se sont allongées, depuis qu'elles se sont démocratisées, une nouvelle temporalité est apparue, l'adolescence puis la jeunesse, et avec l'allongement de la durée des études, une jeunesse de plus en plus longue. Celle-ci a développé ses propres manières d'être, et l'univers marchand s'en est saisi, et l'univers marchand exploite ce nouveau domaine et le rentabilise au maximum. Donc, si crise de l'école il y a, il faut en quelque sorte mettre en cause le système libéral. Nombre de professeurs disent cela, disent par exemple, et vont même au-delà d'une telle analyse, en disant qu'on organise une sorte d'enseignement de l'ignorance pour livrer les jeunes au marché d'abord, en tant que consommateurs, et pour les livrer ensuite au marché du travail, main-d'œuvre corvéable et docile. Je ne pense pas qu'on puisse raisonner en ces termes. Cette critique a sa légitimité, elle est malheureusement insuffisante. La mutation
à laquelle nous sommes confrontés ne relève pas simplement d'une méchanceté du système capitaliste dans lequel nous vivons. D'abord parce que il y a un mouvement plus profond, par exemple, et qui est attesté dans notre vocabulaire ou dans le vocabulaire de l'institution elle-même. On parle de moins en moins des élèves, et le mot même d'élève est en quelque sorte un produit de l'aidos. L'élève, c'est celui qu'on veut élever et qui veut s'élever. Et on le remplace par le mot de jeune. Or, précisément, le jeune, à la différence de l'élève, il est en quelque sorte au complet. L'aidos, c'est une fragilité, une faille, une brèche. Chez le jeune, il n'y a plus de faille, plus de brèche, plus d'ouverture. C'est un élève sans aidos, le jeune, c'est-à-dire quelqu'un qui ne demande pas à être élevé, mais à être satisfait, épanoui, diverti, outillé, équipé et surtout reconnu. Donc l'aidos, la pudeur, la réserve, c'est une porte ouverte sur l'altérité. Avec le mot de jeune, c'est la porte qui se ferme aujourd'hui et l'école qui devient un service. Et cela est rendu possible non pas simplement par le système libéral dans lequel nous vivons, mais plutôt par le mouvement démocratique qui nous emporte. Il est remarquable que justement, les journalistes et les intellectuels qui soient les plus hostiles à toute nostalgie, à tout regard en arrière, soient eux-mêmes ancrés à gauche et se vivent eux-mêmes comme les porte-paroles de la démocratie. Car la démocratie, c'est deux choses. C'est une scène où s'affrontent des opinions, mais c'est aussi un processus auquel nous sommes sommés de dire oui. C'est la marche triomphante des choses. Donc, première réalité démocratique, et à celle-là, il n'y a pas de raison de s'opposer, l'ouverture, la démocratisation de l'école. Bien sûr, dans les années 60, l'école était plus démocratique qu'au siècle précédent, et même dans le demi-siècle précédent, mais elle l'était moins qu'aujourd'hui. Et qui peut dire qu'il faut revenir à une école non démocratique? Donc, l'école s'ouvre, le public change, mais en même temps, la démocratie demande davantage, c'est-à-dire que l'école s'ouvre au moment même où la culture subit une sorte de critique au nom de la démocratie. Il ne s'agit pas, en ouvrant l'école à tous, d'ouvrir à tous la culture. Il s'agit de soumettre aux critères de la démocratie la culture elle-même, en disant précisément que s'il y a une égale dignité des personnes, ce que proclame la démocratie moderne, les droits de l'homme, les humains sont tous semblables et également dignes, eh bien on doit pouvoir parler également d'une égale dignité des pratiques culturelles et donc d'une équivalence. Et c'est ça, c'est-à-dire l'équivalence culturelle fait son entrée à l'école en même temps que celle-ci se démocratise. Et à l'origine de ce double mouvement, il y a un livre très important, livre écrit en 1964 par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, deux grands sociologues. Ce livre s'intitule « Les héritiers ». Pourquoi est-il important? Parce que c'était une critique au vitriol de l'institution scolaire qui est devenue son bréviaire. La critique est devenue le bréviaire. Que disent Bourdieu et Passeron dans Les héritiers? Ils disent l'école se présente comme l'école de l'égalité des chances. En fait, c'est l'école de la reproduction sociale. La bourgeoisie se reproduit par l'école. Certes, il y a des non-bourgeois, des petits bourgeois, des fils d'employés, mais ceux-là partent désavantagés parce que les bourgeois, eux, les enfants de la classe cultivée, ont une sorte de bagage qu'ils ont acquis par imprégnation. Et c'est ce bagage, en fait, qui leur permet d'avoir les bonnes notes, parce qu'en réalité, tout est fait à l'école, notamment dans l'enseignement des humanités, pour distinguer les enfants bien nés des autres.
Et donc l'école, c'est une machine terrible, parce que non seulement elle reproduit le système social, mais en plus elle légitime l'inégalité. Le bourgeois se dit « moi je reste bourgeois parce que je suis intelligent et doué », le pauvre, le fils d'employé se dit « moi je reste en bas de l'échelle sociale parce que je le mérite ». Mes notes prouvent que je ne dois pas viser plus haut. Terrible assaut, terrible critique traumatisante. Dès lors, ce brûlot, donc, est devenu, à partir de là, bréviaire. On a voulu construire une école qui ne soit plus l'école des héritiers. Et l'école d'aujourd'hui est en effet l'école des déshérités. Et comment a-t-on fait? D'abord, notamment dans l'enseignement du français, par la technicisation généralisée des humanités. C'est-à-dire, pour que les héritiers n'aient aucun avantage, alors en effet, on a introduit dans l'enseignement secondaire les méthodes qui précisément émergeaient dans le supérieur du structuralisme, de la poétique et du formalisme. Toutes sortes de termes compliqués ont été introduits, la focalisation externe, la focalisation interne, l'analepse, la prolepse, la métalepse, etc. Des mots, la synecdoque, la métonymie, des mots dont on était sûr que même les enfants de bourgeois ne les entendaient pas chez eux. Et avec ça, on se disait, un enseignement technique, c'est un enseignement égal pour tous. Et deuxième caractère de la réforme, dans l'enseignement du français, mettre à côté et quasiment à égalité les œuvres littéraires et les textes du tout venant de l'information. Disons, absorber la forme littéraire dans l'information générale, précisément au nom de ce deuxième grand principe démocratique, celui de l'équivalence des pratiques. Pourquoi en privilégier certaines? Pourquoi ne pas accepter leur égale dignité? Et donc, ainsi, l'enseignement a-t-il été démocratiquement transformé? Démocratie, c'est-à-dire application rigoureuse et extrême du principe d'égalité, à quoi est venue s'ajouter l'application du principe de fraternité. Ne laisser personne sur le bord du chemin. Et ne laisser personne sur le bord du chemin, c'était supprimer le redoublement et entrer dans une sorte de dialectique humanitaire. On accueille les élèves plus faibles dans des classes plus avancées et dans ce second temps, on révise à la baisse les exigences en se réglant sur leurs capacités. Et c'est ce qu'a écrit très récemment un sociologue important de l'éducation, François Dubay, dans un article du Monde au titre très révélateur, en finir avec l'élitisme scolaire, le sort des plus faibles doit être un impératif majeur. Donc, à l'école de l'émulation succède l'école de la compassion. Et l'élitisme est devenu un terme péjoratif, ce qui est très étrange. Car la République, ce n'était pas la haine de l'élitisme. C'était l'effort pour remplacer le critère de la naissance et le critère de la fortune par le critère du talent. Mais face à ces réformes, que se passe-t-il? Le niveau baisse, bien sûr, même si on dit que le niveau monte. Et donc, les parents sont paniqués. Ce contrat, cette confiance aveugle qui était celle de mes propres parents, ne joue plus. Et on sait qu'il y aura quand même un moment de vérité. Pas de redoublement, un baccalauréat pour la plupart des élèves, des résultats extraordinaires, quasi soviétiques. Mais il y a un moment où il faut quand même avoir des diplômes pour savoir faire des choses. Donc la sélection est retardée et devient extrêmement brutale à l'université. Alors se multiplient parallèlement à l'école les soutiens scolaires. Et aussi, l'école privée devient l'objet d'une attention grandissante parce qu'elle semble être le refuge de l'exigence. Une exigence sacrifiée au sentiment d'humanité dans l'école publique. Et donc, on se tourne vers l'école privée comme autrefois on se tournait vers l'école publique.
comme si l'école publique d'autrefois s'était transférée dans l'école privée d'aujourd'hui. Sauf qu'il peut généraliser, mais de qui? Des parents qui peuvent se le permettre. Et vous voyez l'extraordinaire, l'ironie de l'histoire. On a voulu en finir avec l'école des héritiers sous l'impulsion de Bourdieu devenu Bréviaire, et c'est sous l'impulsion de Bourdieu que précisément l'école devient toujours davantage une école de la reproduction sociale, au point qu'on pense à introduire en France des formes à l'américaine d'affirmative action, etc. Et je le vois bien à l'école polytechnique où j'enseigne, dans les années 50, il y avait beaucoup plus de fils d'ouvriers et d'employés qu'aujourd'hui. Et sans doute sera-t-on amené à introduire à Polytechnique aussi la discrimination positive. Il y a là un renversement absolument terrible, mais en même temps, on ne peut pas s'arrêter là. Et donc, je vais conclure sur une note toujours pessimiste. Premier pessimisme, les réformes censées abolir l'école de la reproduction créent une école de la reproduction. Et nous savons que nous ne pouvons pas nous en sortir. Car si nous voulons réintroduire l'exigence dans l'école publique, et avec elle la méritocratie, alors il faut réintroduire la sélection. Et nous savons que si un homme politique se prononce pour la sélection, les enfants descendent dans la rue et les hommes politiques ne peuvent rien faire contre les enfants. Contre les syndicats d'enseignants, c'est déjà difficile, mais contre les enfants, c'est impossible, car les enfants peuvent faire grève sans cesse, et quand leur mouvement les entraîne à barrer des routes ou à arpenter des lignes de chemin de fer, alors là, la peur gagne tous les gouvernants, et dès lors, ils doivent céder. Donc, la seule façon de remettre un peu d'exigence et donc un peu de justice dans l'école, c'est la sélection, et c'est une politique qui est fermée par les enfants aux responsables politiques. D'un autre côté, et c'est pourquoi je suis encore plus pessimiste que ce que je viens de dire, je crois que il y a la culture, quoi qu'il arrive, n'échappera pas au rouleau compresseur de la démocratie, conçue comme dynamique, conçue comme mouvement. Parce que je disais tout à l'heure, on voit dans les écoles privées d'aujourd'hui sont l'école publique d'hier. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Même dans les écoles privées, la technicisation de l'enseignement des humanités règne. Même dans les écoles privées, règne aussi le principe d'équivalence. Et d'ailleurs, il suffit de relire Bourdieu pour le comprendre. Bourdieu parle d'une classe cultivée. Et la classe dominante est une classe cultivée, dit-il. La classe dominante d'aujourd'hui est-elle une classe cultivée? Les people sont-ils des gens cultivés? La jet-set, est-ce une classe cultivée? Donc nous voyons, si vous voulez, une société qui reproduit en effet, parce que sans cela, tous les systèmes s'écrouleraient, une élite sociale, mais une élite spirituelle respectée par cette élite sociale. Je ne suis pas sûr que ce soit encore le cas. Et donc, il est fort probable, si vous voulez, que l'école publique aura un mal fou à réintroduire l'aidos. L'éclipse de l'aidos est un mouvement durable, et dans les lieux où on pourra s'établir une sorte d'exigence, la culture risque quand même d'être sacrifiée, parce que le rouleau compresseur de la démocratie, c'est, je crois, la forme ultime de ce que Lévinas appelait la destruction de la transcendance. Dans Difficile liberté, il a cette phrase admirable: admettre l'action de la littérature sur les hommes, c'est peut-être l'ultime sagesse de l'Occident, où le peuple de la Bible se reconnaîtra. Et je me demande, moi, si l'ultime sagesse de l'Occident, ce n'est pas
la destruction de la transcendance. Et là, en effet, le peuple de la Bible ne peut pas se reconnaître. Merci.